Nous avons chacun notre propre perception de la réalité. Il suffit parfois de faire un pas de côté pour faire évoluer le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. C'est ce qui m'a conduit à créer le podcast Il y avait une fois. Je suis Sophie et je partage avec vous mes découvertes et mes rencontres pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et questionner votre point de vue. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Cet été, je vous propose une série de 6 podcasts pour se reconnecter à soi et à ses aspirations profondes. Dans ce deuxième épisode, vous allez découvrir comment développer le respect de soi. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Saverio Tomasella, docteur en psychologie, psychanalyste, auteur d'essais et de romans traduits en plusieurs langues. Il est fondateur de l'Observatoire de la sensibilité et de la Journée mondiale de la sensibilité qui a lieu chaque année le 13 janvier. Bonjour Saverio et merci d'être avec nous. Bonjour Sophie, merci. Alors, pour commencer, que signifie se respecter concrètement ? Je pense que c'est vraiment fondamental de se respecter. Je vais commencer par ça avant de le définir. Et que c'est le départ, le point de départ du respect de l'autre, que l'autre ce soit un animal, un végétal ou un être humain, surtout un être humain bien sûr, mais enfin aussi tout le règne vivant. Et comme je le disais, pour s'écouter, se respecter, c'est aussi une action. C'est-à-dire, c'est pas une déclaration, c'est pas un discours, c'est pas une idée. Ça peut être une aspiration, bien sûr, hein, mais c'est une action. C'est-à-dire que ça nous demande de nous engager dans quelque chose que nous faisons. Et plus encore même que s'écouter, se respecter, c'est une action qui a besoin d'être continue, qui a besoin de s'inscrire dans la durée. Et ça veut dire que je me considère comme quelqu'un de digne d'exister, digne d'être humain, digne d'être aimable, digne donc d'être aimé, digne d'être écouté, euh, comme quelqu'un de légitime, comme quelqu'un d'important. Alors, non pas important socialement, parce que important socialement, ce serait vouloir être mieux que les autres, plus que les autres, ou supérieur aux autres, etc. Et ça, on le sait maintenant, hein, on s'est bien rendu compte que tout ce qui est compétition, concurrence, hiérarchie, c'est le contraire de ce nouveau monde qu'on est en train de construire dans la coopération, la co-création, la solidarité, le partage et la parité. Donc quand on se dit, quand on prend conscience qu'on est important, c'est comme tout être humain, ni plus ni moins, mais vraiment important comme tout être humain. Et qu'à travers cette conscience que j'ai de ma valeur d'être humain, qui a sa touche à apporter dans le grand tableau de la vie, sa touche de couleur, sa tonalité à apporter dans le grand tableau de la vie, et que je suis unique, que personne d'autre que moi ne pourra apporter cette touche-là dans le grand concert, dans la grande symphonie de la vie. C'est important que je m'écoute et que je me respecte, que je m'accorde cette valeur et que je sois, comment dire, je fais attention aux mots que j'emploie pour ne pas compliquer les choses, mais que je sois capable d'honorer cette place d'humain qui est la mienne pendant mon passage sur Terre. Et cette place d'humain ou cette chance d'être là pendant mon passage sur Terre. Et que dans cette chance d'être là, il y a la possibilité unique, puisque qu'on croit à la réincarnation ou pas, peu importe, et les croyances sont différentes d'une personne à l'autre, mais de toute façon, pendant cette vie-là, j'ai cette chance unique de pouvoir donner qui je suis à travers ma parole, mes actes, ma présence, et que j'ai besoin d'honorer ça. Donc ça, c'est à un niveau fondamental.
je me respecte, j'honore la personne unique que je suis dans mon passage, dans ma vie sur Terre. Après, concrètement, c'est important de lire concrètement aussi. Donc, se respecter concrètement, c'est s'écouter. On en a parlé dans le podcast précédent. C'est s'écouter, tenir compte de soi, prendre soin de soi et, lorsque c'est nécessaire, exprimer ce qui on est, ce dont on a envie, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, affirmer notre singularité, poser des limites quand c'est nécessaire et tenir bon dans l'expression d'une pensée singulière, originale, même si autour de moi, les personnes ne sont pas d'accord avec moi. Ouais, c'est très important ça. Et justement, le fait de ne pas se respecter suffisamment peut-il avoir une incidence sur ses relations avec les autres? Oui, évidemment, évidemment, hein, à contrario, si je ne me respecte pas assez, je ne vais pas être assez respecté ou je risque de ne pas assez respecter les autres. Alors ça, c'est beaucoup en fonction de l'orientation énergétique qu'on a, même si on peut rapprocher ça avec l'introversion, l'extraversion ou l'ambiversion, c'est-à-dire les personnes qui sont à la fois introverties et extraverties, mais c'est pas tout à fait pareil. Mais en tout cas, du point de vue énergétique, ça fonctionne à peu près de la même façon. Dans notre relation aux autres, nous avons une tendance de fond qui est soit de beaucoup tenir compte des autres et de nous adapter à ce qu'ils demandent, c'est un peu ma façon d'être, peut-être toi aussi Sophie, soit de beaucoup demander aux autres et donc indirectement de leur demander de s'adapter à qui on est, à sa façon de faire, et ça peut donner des tempéraments autoritaires, où là on va carrément donner des ordres pour que les autres fassent exactement ce qu'on veut. Et puis parfois il y a des personnes qui ont un peu des deux, suivant les circonstances, suivant les phases de leur vie ou suivant les personnes avec lesquelles elles sont. Si on est dans la première tendance et qu'on ne se respecte pas assez, immanquablement, c'est presque mathématique, hein, les autres ne vont pas nous respecter. Alors pas tous les autres, parce qu'il y a des personnes qui sont très bienveillantes, très empathiques, très attentives, pleines de délicatesse, etc. Mais la tendance, notamment au travail ou dans des familles qui sont des familles un peu, comment dire, soit superficielles, soit violentes, soit peu précautionneuses, dans des environnements finalement où ce sera la loi du plus fort qui sera en activité, qui sera la loi, enfin, le règlement selon lequel les gens agissent. Dans tous ces environnements, les personnes qui ne se respectent pas assez et qui sont plutôt au service des autres auront tendance à ne pas être respectées. Et je ne veux pas en faire une responsabilité. Je trouve qu'on a un peu abusé ces dernières années du fait qu'on serait responsable de tout. Non, on ne peut pas être responsable de tout, mais simplement se rendre compte, prendre conscience que si moi-même je ne me respecte pas, que je suis dans un environnement de personnes qui ont tendance à ne pas faire trop attention aux autres, où la bienveillance n'est pas très développée, on risque de m'en demander plus que ce que je peux donner, par exemple. Tout simplement, ça c'est déjà une conséquence du fait de ne pas assez se respecter. Et comme je ne me respecte pas assez, je ne vais pas savoir dire non, là c'est trop pour moi. Je vais croire que je dois le faire et je ne vais pas m'écouter assez, je ne vais pas me rendre compte que je suis fatigué ou que ça dépasse mes compétences. Je vais me forcer à le faire, donc je vais me fatiguer encore plus et je vais avoir une conception de moi-même encore plus basse, plus dévalorisante, parce que j'aurais fait des choses qui ne me conviennent pas, qui ne me correspondent pas. En revanche, pour les personnes qui ont tendance à donner des indications ou poser des demandes aux autres par rapport à elles-mêmes, à ce qu'elles veulent, le fait de ne pas assez se respecter va les rendre irrespectueuses avec les autres parce qu'elles ne savent pas assez ce que c'est que se respecter, ce que c'est que le respect d'une personne humaine. Et donc vont croire que pour les autres, ça n'a aucune importance si leur demande de travailler jusqu'à 10 heures du soir ou de venir le samedi et le dimanche. Et c'est particulièrement net dans la sexualité. Je suis obligé d'en parler parce que dans la question du respect, il y a l'intime.
Alors, l'intime, c'est pas que la sexualité, attention. L'intime, c'est aussi tout ce qu'on dit de soi, de profond, et qu'on peut partager avec des amis, même avec des collègues si on s'entend bien avec eux, hein, ou dans un podcast. C'est ce qu'on fait dans tes podcasts, Sophie, et c'est ça qui est merveilleux. Donc, il y a tout cet intime qui n'est pas sexuel et qui n'est pas lié à la relation amoureuse. Mais il y a aussi l'intimité purement amoureuse et sexuelle, où le risque, quand on ne se respecte pas assez, c'est de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire à ce moment-là. C'est pas forcément qu'on n'a pas envie de vivre l'ensemble des possibilités de la sexualité avec quelqu'un qu'on aime, mais c'est que c'est pas forcément le bon moment ou le bon rythme parfois. Ça peut être le bon moment, mais l'autre est dans un rythme trop rapide ou trop impulsif et on a besoin de prendre plus de temps. Ou alors, si c'est en dehors d'une relation amoureuse, il y a des personnes qui vivent de la sexualité comme ça, un peu dans la consommation ou dans un passage d'expérience à une autre expérience, le risque, c'est là vraiment d'accepter de faire des choses qu'on ne ferait pas soi si on n'était pas forcé par le fait que, ne se respectant pas, on se croit obligé d'accepter quelque chose qui ne nous convient pas, qui ne correspond pas. Donc c'est très important de pouvoir se respecter. Et c'est dans tous les domaines de la vie. Donc là, on parlait de la sexualité, mais ça va être au travail, dans l'amitié, en famille, dans la relation amoureuse, en dehors de la sexualité aussi, dans les transports en commun. Mmh. On peut dire à quelqu'un qui nous colle trop, hein, que ça ne nous convient pas, C'est vrai. ou ce genre de Ouais, choses. effectivement. Et y a-t-il justement des signes qui peuvent nous dévoiler que nous ne nous respectons pas ou en tout cas pas suffisamment? Oui, comme ça, spontanément, j'ai envie de dire mon corps m'appartient, parce qu'il y a comme une résonance, après ce que j'ai dit, une résonance par rapport à les MeToo et Balance ton porc. Et donc tous les cas d'abus physiques, d'abus sexuels sur les enfants, mais aussi sur les femmes. Alors ça peut arriver à des hommes, mais le plus souvent ce sont des femmes qui sont abusées. Et le signe, c'est d'abord, bon, il y a le premier signe, est-ce que je me respecte moi, mais est-ce que ça va être suffisamment clair? Non, pas forcément. C'est pour ça d'ailleurs que tu poses la question, pour qu'on trouve des signes plus clairs. Mais d'abord, est-ce que je suis convaincu, profondément convaincu, que mon corps est à moi, que mon corps n'appartient qu'à moi? Mon corps n'appartient qu'à moi, c'est-à-dire qu'il n'appartient même pas à la médecine. C'est-à-dire que même face à un médecin, et là on peut parler d'abus médicaux et non pas d'abus sexuels, j'ai entendu tellement de patients et surtout de patientes, d'ailleurs là encore des femmes malheureusement, me raconter des choses aberrantes, révoltantes, inadmissibles qui se passent dans les cabinets de médecins ou dans les hôpitaux et les cliniques. Et on peut dire, à partir du moment où on a la conscience que mon corps est à moi, mon corps n'appartient qu'à moi, je peux dire stop quand c'est trop. Parce que c'est à moi, il n'y a que moi qui puisse dire oui ou non par rapport à mon corps, au-delà de la sexualité. Bien sûr, dans la sexualité, et c'est pour ça que face à un abus, c'est important qu'on puisse dire non. Qui, qui que ce soit puisse dire non face à quelqu'un qui voudrait abuser de sa présence physique, de son corps, mais aussi dans d'autres circonstances, et notamment par rapport aux soins médicaux, qui doivent être des soins d'ailleurs, hein, et rien d'autre que des soins. Donc, je pense que le premier signe, c'est ça. Est-ce que vraiment j'ai cette conscience complète que mon corps est à moi, que mon corps m'appartient et qu'il n'appartient qu'à moi? Et qu'à partir de là, ça donne vraiment le socle de la subjectivité. L'être que je suis est unique. Qui je suis le seul à l'être. Ce que je dis, je suis le seul à pouvoir le dire. Ce que je fais, je suis le seul à pouvoir le faire. Et ce que je pense ou exprime, je suis le seul à pouvoir le penser, l'exprimer. Mais bien sûr, parfois on se retrouve, surtout sur des choses quotidiennes. Voilà, quand on fait poulet basquaise, même si chacun va mettre quelques épices différentes, bon, ça reste du poulet basquaise. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les choses fondamentales, nous sommes uniques. Et là, avoir conscience de cette unicité dans le corps, mais aussi au-delà du corps, nos émotions, nos sentiments, nos désirs, nos pensées, nos paroles, etc., nos actes, ça, ça pose vraiment le cadre de se respecter soi. Et dès que je sors de cette conscience très claire que je suis un être unique dans un corps unique qui n'appartient qu'à moi, je risque de ne pas assez me respecter, que ce soit au travail, en famille, dans toutes mes relations et bien sûr dans dans les rapports avec les médecins, les soignants, etc.
Et je rebondis sur quelque chose qui me fait vraiment penser à ce fait de, quand tu dis d'être dans son, enfin, faut habiter son corps, j'allais dire. Parce que je l'ai vraiment vécu, ce côté justement, comme tu dis, énergétique. Moi, j'ai fait une séance d'Eki-coaching, par exemple, et c'est vrai que je l'ai vraiment vu quand tu es là et que parce que moi, justement, je travaillais le fait de poser mes limites. Et donc, je l'ai travaillé avec le cheval, et ça, c'est Mmh. un excellent apprentissage, justement, parce que l'animal, lui, il ressent, en fait. Et on n'a rien besoin de faire, rien besoin de dire. À partir du moment où on se dit là, maintenant, je suis là et il me faut tant et tant de mètres entre le cheval et moi, bah le cheval il le respecte et c'est énergétique. Il y a ce côté où en fait, tu vois, l'image qui me vient, c'est vraiment d'incarner son corps, quoi, d'être dans son corps en fait. Et c'est vraiment ce que tu nous partages là, le fait vraiment d'habiter son corps, de dire il m'appartient, mais aussi je l'habite quoi, dans toutes ses cellules, manière de parler. Oui, merci Sophie, tu as 1000 fois raison. C'est important de préciser effectivement un corps que nous habitons, hein, qui est dans lequel nous sommes vraiment là. Et je rebondis sur cet exemple des chevaux. J'adore les animaux et particulièrement les chevaux. Et pour aller un petit peu plus loin dans la question du respect, c'est que étant moi-même très sensible, j'ai parfois des émotions fortes dont je suis conscient ou dont je ne suis pas conscient. Et les animaux comme les chiens, les chats et les chevaux particulièrement le sentent. Et ce qui est très beau, c'est que si j'approche un cheval alors que j'ai une émotion forte, même si le cheval m'adore ou est très bien avec moi, il va se reculer un peu. Et je trouve ça extrêmement touchant. C'est-à-dire que il va sentir que mon émotion est trop forte pour lui. Et c'est pas qu'il me rejette ou qu'il s'éloigne vraiment, mais il met la juste distance pour pouvoir supporter ma présence dans l'amour mutuel que nous nous portons, mais que ce soit respectable pour lui. Donc ça veut dire que ces animaux supérieurs, les chiens, les singes, les chevaux, sont capables naturellement de s'écouter, de se respecter parce que justement, ils ont la conscience de leur corps et ils habitent leur corps. C'est exactement ça. Et que c'est important que nous aussi humains, nous puissions faire ça, que s'il y a quelque chose de trop fort, ce n'est pas du tout que nous rejetons l'autre, mais c'est que nous allons nous mettre à la distance juste pour pouvoir vivre la présence de l'autre malgré l'émotion forte qu'il est en train de vivre. Et je trouve que ça, c'est une très belle façon de se respecter. Complètement, et je rebondis sur quelque chose aussi qui est très important, c'est que justement les animaux, justement comme tu disais, parce que j'ai aussi vécu quand tu t'approches de l'animal et l'animal il part, il s'éloigne un petit peu juste parce qu'en fait, bah, t'es allé trop loin, trop vite, peut-être avec une émotion trop forte, mais j'allais dire l'animal, il est pas vexé, enfin ils se vexent pas entre eux, alors que c'est l'humain en fait avec son mental qui se dit oui, mais si je mets une distance, la personne elle va penser que, et justement c'est ça qui sont aussi, ce sont des freins à l'humain justement, alors que si on regarde les animaux, c'est pas pour ça qu'ils nous aiment plus, c'est pas pour ça qu'on peut pas avoir une relation à ce moment-là, un échange avec l'animal justement, il va pas être vexé parce qu'on a reculé d'un pas par exemple. Oui, mais c'est très juste ce que tu dis, parce que ça rejoint les freins à l'écoute de soi et au respect de soi, qui sont souvent liés. Et cette fausse idée, ces fausses idées que ce que nous vivons et ce que nous faisons qui est bon pour nous pourrait avoir des conséquences néfastes ou vexantes, blessantes pour l'autre, ce qui est faux. Ça, comme tu le dis, c'est une construction sociale, c'est un fantasme. Ça n'est pas vrai, parce que c'est là que nous aurions besoin d'être plus dans notre corps et dans notre vécu animal. C'est beaucoup moins, ça n'est pas blessant de faire un pas de côté ou en arrière, ou de prendre une distance quand on sent soit que l'autre va trop vite, ou c'est trop approché, ou a une émotion trop forte par rapport à ce qu'on peut à ce moment-là recevoir, plutôt que de dire quelque chose qui peut être abrupt, justement pour que l'autre se prenne de la distance, lui ou elle, qui là peut être plus vexant. Alors, c'est pas forcément grave non plus si on le fait avec tact, mais je trouve que la grande délicatesse des animaux, ça va être justement de sentir la distance qui est bonne pour eux et de s'y mettre, tout en nous laissant être dans leur présence. Et nous avons cette culture mentale de la verbalisation, où parfois, il n'y a pas besoin d'en dire trop. Le corps peut simplement s'ajuster, y compris dans des groupes, et ça peut être aussi simplement dans un silence, et c'est pour ça que c'est important. Se respecter, voilà. Se respecter, c'est aussi accepter non seulement ses émotions et ses sensations, etc., mais accepter qu'on puisse avoir besoin de silence.
en réunion au travail, on me parle, on me dit quelque chose, je me respecte, je m'écoute, je prends un temps de silence avant de répondre. Ou alors, avant de prendre la parole. Ou alors, on va sentir dans les groupes où ça fonctionne très bien, il y a des silences naturels, qui sont des régulations, comme ce qu'on vient de dire avec un animal, et particulièrement avec un cheval. Il y a des régulations naturelles qui se font dans le silence, parce que on a besoin de ça, sans mentaliser, simplement pour se retrouver dans son corps et dans ses sensations. Le silence est aussi une forme de respect. Tout à fait. Et justement, comment peut-on instaurer un meilleur respect de soi-même? Alors, je pense que comme l'écoute, mais plus encore que l'écoute, le bon respect de soi-même, c'est un chemin de toute une vie, ce qui fait que c'est un des avantages de vieillir, parce que comme physiquement, quand on vieillit, on change d'une façon qui est moins attirante, on va dire moins flatteuse en tout cas, y compris dans l'apparence, mais aussi dans l'énergie, les possibilités qu'on a, etc. Je trouve que franchement, vieillir c'est bien aussi, et je vais dire vieillir c'est bien, parce que quand on dit que ça apporte de la sagesse, c'est vrai. Et c'est vrai dans la mesure où on a de plus en plus l'expérience de s'écouter soi-même, donc de se connaître soi-même et de connaître ses limites, ses aspirations, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, mais aussi une compétence ou des compétences dans le domaine du respect de soi. Donc c'est un chemin de vie, ça prend du temps. Le bon respect de soi prend du temps. Donc ça va passer par le fait de s'écouter, de prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, c'est non seulement le sommeil, s'accorder un bon temps de sommeil, parfois même une petite sieste dans l'après-midi si on a besoin, une bonne nourriture. Alors ça, c'est très important. Ça, c'est un très bon exemple de respect parce que moi, j'ai mis longtemps, je suis issu de famille, surtout la famille de ma mère, qui sont des gros mangeurs, de gastronomie, de repas qui n'en finissent plus. Alors oui, c'est vrai, c'est bon, hein, de grands cuisiniers, enfin grands cuisiniers, de gens qui adorent cuisiner et qui font des choses très bonnes. Et j'ai mis du temps à me rendre compte que c'est pas parce que c'est bon au goût que c'est bon pour moi, que c'est bon pour mon corps. Et qu'il a fallu que je fasse des choix pour me respecter justement, à l'encontre d'une très puissante culture familiale de la gastronomie, avec les vins et tout ce qui va avec, et que me respecter, c'était vraiment choisir ce que je mets dans mon assiette et surtout ce que je mets dans ma bouche et ce que j'ingère. Parce que c'est important pour moi non seulement d'avoir le plaisir de quelque chose que j'aime vraiment, mais aussi le plaisir d'être dans mon corps dans les heures qui suivent les repas. Et que si le plaisir gustatif engendre beaucoup plus de déplaisir, de malaise, voire parfois de maladie à la suite, c'est que je ne me respecte pas. Et donc ça, c'est un exemple très simple finalement, très concret de qu'est-ce que je mange. Alors, il peut y avoir des différences entre ce que je mange les jours où je travaille, les jours où je suis en vacances ou en week-end, etc., ou les jours de fête, bien sûr. Mais qu'est-ce que je mange pour vraiment me respecter, qui me fait du bien et qui me permet de vivre en harmonie, en équilibre, en bonne santé. Donc, prendre soin de soi, bien dormir, bien manger, des choses qui nous font du bien, prendre soin de son corps. Alors, il y a des cultures, notamment les cultures asiatiques et océaniques, où il y a beaucoup plus de massages. C'est pas simplement se doucher pour être propre. Après la douche, on passe de l'huile sur sa peau. Euh, et ça en Ayurveda, hein, j'ai fait une cure d'Ayurveda il y a un an, c'était passionnant parce que le matin, on passait vraiment beaucoup de temps à faire un automassage, en plus des massages qui nous étaient donnés par la personne qui nous massait, qui nous expliquait l'Ayurveda. Il y avait tout un rituel le matin où avant de prendre la douche, on s'enduit d'huile et on reste un moment comme ça. Et donc, ça donne une familiarité avec son corps où on comprend qu'on peut aimer son corps, même vieillissant. J'insiste hein, parce que il y a des personnes comme moi qui ont passé la cinquantaine et c'est important d'apprivoiser le corps qui change et qu'on peut aimer ce corps-là parce qu'on prend soin de lui. Que donc, si j'aime mon corps, je m'aime. Parce que dans cette vie, dans cette incarnation, comme tu disais, tu parlais d'habiter son corps. Habiter son corps, c'est aussi faire des choses pour soi à travers son corps et
notamment au moment de la toilette. Mais ça va être aussi prendre du temps pour marcher dans un parc ou dans une rue bordée d'arbres. Il y a un très beau film qui s'appelle Les délices de Tokyo. Je ne sais pas si tu le connais. Ouais, ça me dit quelque chose. C'est un très très beau film. Et il y a une vieille dame qui a eu la lèpre, qui donc a connu aussi les périodes où les lépreux étaient mis à l'écart. Et elle adore les cerisiers. Donc elle se promène le long d'une avenue à Tokyo. Tokyo, c'est une capitale, hein. Le long d'une avenue à Tokyo où il y a des cerisiers et elle est là en extase, mais vraiment, elle est dans une espèce de félicité magnifique parce qu'elle adore les cerisiers et elle se promène lentement le long de cette avenue. Donc, bien sûr, les forêts, les parcs, mais ça peut être une rue bordée d'arbres ou dans Paris, moi qui adore Paris, enfin certaines rues, certains quartiers de Paris, je choisis toujours des itinéraires où je passe par les rues que j'aime et ça m'évite les grands boulevards, les grands axes où il y a du bruit et de la pollution et ça permet de faire une promenade. C'est une façon de se respecter. De même que choisir ses horaires de transport. Parfois, à 5 minutes près ou en faisant un changement à un autre endroit, on a un parcours beaucoup plus paisible que si on veut faire direct vraiment à l'heure qu'on avait choisie, etc. Ouais, c'est exactement ça. Et, et même si tu as cité quelques exercices qu'on peut faire justement, mais est-ce qu'il y aurait un exercice qu'on pourrait pratiquer pour développer justement le respect de soi et en faire une habitude? Alors, je vais revenir, je vais insister sur l'écoute. Je pense que le petit exercice d'écoute dont on a parlé la fois précédente, il est valable pour développer le respect de soi. Je me respecte si je me consacre du temps chaque jour. Donc, on a parlé de la nourriture, du sommeil et de la toilette, mais aussi pour m'écouter. Donc, si j'ai déjà l'habitude de méditer, eh bien, je rajoute 5 minutes avant ou après, donc plutôt après, à mon avis. Enfin bon, chacun fait comme il veut, pour m'écouter. Et si j'ai pas l'habitude de la méditation, eh bien, avant, après le petit déjeuner ou après la toilette ou le soir quand je rentre après avoir pris une douche, enfin, peu importe, ou après avoir écouté de la musique ou avoir dansé pour se défouler. Je trouve que la danse, c'est très, très important. On ne danse pas assez dans nos sociétés occidentales. La danse est vraiment très, très importante pour habiter son corps. Eh bien, je peux avoir un moment de danse sur la musique qui me parle ce jour-là, qui me fait du bien ce jour-là. Et après ce moment de danse, je m'assieds ou je m'allonge, je ferme les yeux et je m'écoute. Je pense que ce temps que je m'accorde, c'est vraiment la preuve que je me respecte. Et puis, on peut avoir aussi des petits jeux. Là, je viens de m'offrir. Alors, on peut se faire des cadeaux. Je trouve que ça, c'est très, très bien pour se dire je m'aime et donc je me respecte parce qu'on ne peut pas s'aimer si on ne se respecte pas. C'est peut-être quelque chose de très important à retenir que pour s'aimer, on a besoin de se respecter et vice-versa. Mais d'abord de se respecter pour s'aimer. Là, je viens de m'offrir un. Alors, j'ai quelques jeux d'oracles. J'aime bien tirer des cartes de temps en temps. Et je choisis toujours des oracles qui sont sympas, à la fois beaux, que les illustrations soient belles, mais que les textes soient très encourageants, réconfortants, doux, etc. Et là, je viens de m'offrir un jeu de cartes en anglais, parce que j'aime beaucoup l'anglais, la langue anglaise, sur les affirmations de Louise Hay, qui est morte il y a quelques années, mais qui pendant des années nous a aidé à comprendre qu'on pouvait changer nos vies pour le meilleur. Et ça a été le cas dans ma vie, et ça m'a beaucoup aidé. Et donc là, je me suis ouvert son joli jeu de cartes, et tous les jours, en plus du moment où je m'écoute, je tire une carte, et il y a une affirmation que je répète plusieurs fois dans la journée, en anglais, comme ça pour moi, ça me permet de parler cette langue. Et puis un petit texte de l'autre côté, tout simple, qui va dans le sens de cette affirmation. Eh bien, pour moi, ça, c'est un exercice possible. Alors, on choisit le jeu de cartes qu'on veut, hein, ou un livre de pensée quotidienne, j'en sais rien, ce qu'on veut. Et même, il y a des personnes religieuses qui peuvent prendre un recueil sacré de prières ou d'autres choses. Mais en tout cas, on peut aussi nourrir, avant ou après ce moment d'écoute, on peut nourrir ce temps passé avec soi par une pensée favorable, une pensée qui va nous aider dans la journée, qui va nous éclairer, qui va nous nourrir. Très bel exercice. Merci beaucoup en tout cas Saverio pour tout ce partage. Merci Sophie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt!